Saint-Amable, c'est sous-évalué, dans le sens que c'est à quoi? 15-20 minutes du tunnel d'ici. On est proche de Montréal, on a accès à l'autoroute 20, l'autoroute 30. Fait que je pense vraiment que Saint-Amable va prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années. Bonjour à tous, ici Mélissa Jacob. Et Laurent Paquin. Donc, on a vêtu notre casque et nos bottes. Pourquoi exactement, Laurent? On est à quel endroit? On est présentement à Saint-Amable, un terrain qu'on a mis en vente il y a de ça 3 ans. La transaction a lieu il y a 2 ans. Puis on est venu voir quoi, Mélissa? On est venu voir le projet qui s'est bâti avec Groupe Chevalier Séguin. Donc, venez-vous-en, on va aller rejoindre les associés du Groupe Chevalier Séguin. Donc, on est présentement avec Jason, puis avec Marc-Antoine, qui sont, dans le fond, les actionnaires de Groupe Chevalier Séguin, les associés. Donc, merci d'avoir accepté qu'on vienne sur votre chantier aujourd'hui. Bien, merci d'être là, premièrement. Puis, oui, effectivement, même nous, on est impressionnés de ce qui monte ici. Puis, c'est une belle réalisation, honnêtement. Ça a été beaucoup d'efforts, mais on est en train de bâtir quelque chose de très bien, honnêtement, avec un beau patrimoine. Donc, c'est beau à voir, effectivement. Oui, effectivement. Puis c'est une très belle entreprise aussi, Groupe Chevalier Séguin. Là. On a travaillé plusieurs projets ensemble, dont la vente du terrain ici. Laurent, on va débuter. On va poser une couple de questions par rapport au projet. Donc, je ne sais pas, Laurent, si tu as des questions par rapport à le projet auquel on va visiter aujourd'hui. Tout d'abord, ici, c'est un gros projet, là, Mix Use. On va commencer avec le rez-de-chaussée. On a un rez-de-chaussée commercial. Pouvez-vous nous dire la grandeur du rez-de-chaussée? Puis qu'est-ce qu'il risque d'avoir ici? Parlez-nous un peu du projet. On s'attend à voir, tu dis mix use, beaucoup de commerces de proximité, des services à la population, donc des commerces qui pourraient rendre service aux résidents qui sont en haut. On a 72 logements. Puis des résidents qui pourraient rendre service au commerce en étant des bons clients. Donc, on essaie de créer cette espèce d'écosystème-là autour du projet Point Cardinal. Commercial, on peut mettre, je pense qu'on avait parlé là, avant l'entrevue, entre 14, dépendamment de ce qui va venir, commerce de proximité aussi. Oui, 14, 10 à 14. À 14, on va être aux alentours de suite de 1700 pieds carrés moyens à peu près. OK. Ouais. Très intéressant. Merci, Marco. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quel type de construction qu'on a? Le bâtiment comme ça ici, 4 étages, on va surtout voir des constructions en bois et briques, notamment pour le coût. Chaque municipalité a leur avantage, mais ici, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement d'obligation d'avoir de l'abordabilité. Donc, ce qui nous permettait de pouvoir envisager peut-être d'autres options, dont l'efficacité énergétique. On a développé notre propre technologie, en fait, pour aller chercher le niveau d'efficacité qu'on avait besoin pour rencontrer les obligations de la SCHL. Donc, Marco pourra peut-être vous parler un petit peu plus là, de tout ce qu'on a fait. Ça a été quand même un bon travail là, de recherche et développement pour de vrai d'arriver à un... Parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs projets qui se sont bâtis avec ce programme-là qui vont être lead, par exemple. Mais nous, on voulait le faire sans être lead forcément parce que ça l'amène une bureaucratie qui est énorme. L'entretien au fil des années par la suite, etc. Bon, comment on arrive pour faire du sens au niveau de ces chiffres-là sans qu'on passe nécessairement par un projet lead? Donc, on a développé cette propre technologie-là. Puis il y a aussi l'avantage que, je pense qu'il y a une valorisation quand même qui est supérieure au niveau d'un bâtiment en béton versus en bois. Fait que quand on a fait les plus et les contre, là, on a déterminé que c'était la meilleure stratégie d'opter pour ça. Fait que c'est un bâtiment qui est unique à nous, disons, avec une technologie qu'on a travaillée propre à nous. Cette même technologie-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on a des coûts de construction plus bas, on a une efficacité énergétique plus haute. Mais au final, dans la valorisation d'immeubles, on est comparable effectivement à des immeubles de fonds d'investissement en béton, mais avec des coûts d'entretien et des coûts énergétiques beaucoup plus bas. OK? Donc, au final, on vient comme optimiser aussi le revenu net en conséquence. Ce qui fait que l'équation économique tient bien la route. Cette technologie-là pourrait peut-être pas être efficace à ce point-là en plein Montréal. Donc, ça prend de l'espace pour la mettre en œuvre. C'est quand même des blocs isolants, des grandes pannes d'acier. On pourra monter en haut tantôt pour vous montrer ça. Donc, ça prend de l'espace de manipulation de matériel, tout ça, pour être capable d'aller coordonner tous les travaux. Mais ici, on avait l'emplacement idéal, puis on a aussi designé le bâtiment en conséquence. Donc, on a de la longueur, on a de la surface, ce qui fait en sorte que les détails de construction sont simples à appliquer avec cette technologie-là. Donc, c'est toujours à analyser. On ne peut pas dire que c'est une technologie qui est bonne dans tous les cas. Ouais. C'est cas par cas, selon l'emplacement, selon le type de bâtiment.
et, dans le fond, la vocation qu'on veut y donner. Fait que dans ce cas-ci, c'était l'idéal. Dans ce cas-ci, c'était vraiment l'idéal, ouais. Quand on a commencé le projet, il y avait une contingence du marché incroyable dans certaines disciplines de construction, ce qui faisait que quand on faisait une technologie comme ici, ça enlevait une certaine pression sur la contingence, notamment les poutres et dalles en béton conventionnel, c'est des coffreurs qui font ça, etc. Il y avait une certaine contingence de ce marché-là, puis c'est d'autres disciplines qui font ce genre de structure-là, ce qui permettait de pouvoir aller chercher justement une certaine latitude à ce niveau-là. Fait que c'est pourquoi que c'est vraiment, comme Marc-Antoine disait, c'est vraiment une question de contexte, de cas par cas, de projet. Fait que oui, dans ce cas-ci, ponctuellement, ça valait la peine, mais ça veut pas dire qu'on ferait le même projet ici quelques années plus tard dans un contexte différent, que ça serait encore le même cas. Mais c'est vraiment, on fait nos études cas par cas, puis on détermine c'est quelle la meilleure stratégie en fonction. Tu vas parler un petit peu plus tôt de financement. On vous a posé la question tantôt, ça a été quoi les défis par rapport à l'acquisition de terrain, par rapport à ce projet-là? Tu m'as souligné certains points, je ne sais pas si tu veux en parler au niveau des défis. Ben oui, tu sais, Marc-Antoine pourra parler des défis peut-être plus terrain et puis plus technique. Moi, à mon niveau, c'est sûr que je suis plus au niveau du financement. Ben, quand on a commencé à déterminer, dans le fond, le projet, on avait des taux directeurs environ 5 0,5 excusez, puis on a fini à 5 quand on a finalement ficelé le financement. Fait que ça a changé l'image du projet, l'image du financement du projet de tout au tout. Donc là, c'est à savoir justement qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on embarque, on avance, on recule. Mais finalement, on a pris la décision de continuer d'avancer parce que l'expérience nous dit que le marché immobilier est en constante évolution. Puis c'est toujours plus payant de le faire maintenant que d'attendre, de un. Puis de deux, ben, on savait que dans les circonstances où on a commencé le projet, les taux allaient faire probablement que descendre. On était dans un marché, dans le fond, quand on a travaillé le projet, on est dans un marché où les taux d'intérêt étaient en constante montée, en évolution. Puis finalement, quand on a décidé d'embarquer dans le projet, on voyait qu'on était dans une espèce de stabilité, puis on commençait à avoir une certaine descente. Fait que bien qu'on s'est dit, peut-être qu'on va avoir des taux d'intérêt un petit peu plus hauts que si on attendait 1 an ou 1 an et demi. Mais en même temps, on va bonifier du timing, du temps, de la contingence aussi, qui est un petit peu moins haute. Exact. Fait que finalement, ben, pour nous, on a décidé d'embarquer quand même. Mais c'est vrai que ça a été un défi énorme de pouvoir faire en sorte que les chiffres fassent du sens. Sur le terrain, est-ce que vous avez rencontré des défis ici? On est à Saint-Amable. Le monde qui connaisse le secteur ou la région le savent que des fois, il y a des défis. Pouvez-vous nous parler de quel défi vous avez rencontré puis comment vous avez réussi à passer à travers? Le sol de Saint-Amable, glazeux, donc ça nécessite des pieux et tout. Donc déjà, avant de commencer, il était question de charge latérale dans le sol, tout ça. Ça nous donnait un gros enjeu budgétaire, tout ça, là, un peu de dernière minute là, qui avait tombé un peu sous le radar des ingénieurs structure. Donc, on a travaillé vraiment en design engineering davantage pendant 6 à 8 semaines avant de commencer le projet pour réorganiser ça, les pieux étant la première discipline qu'il fallait faire. Ouais. On a trouvé des solutions, on les a mis en œuvre, mais néanmoins, ça restait que c'était pas facile. Maintenant, bien, les fondations étant quand même en partie dans la glaise, ça reste quand même un défi. On parle de pieux? Oui. Radier? Radier, tête de pieux, dalle structurale au sous-sol. Donc c'est solide, là. C'est pas mal, oui, c'est très, très solide. Au niveau de la taxation, je ne sais pas si vous voulez un petit peu l'aborder. C'est quelque chose qu'on finalement, on a réussi à faire quand même la transaction, mais c'est quelque chose que vous avez fait face quand même. On a été un peu dans les balbutiements, les premiers balbutiements des fameux frais de contribution aux infrastructures. Il y a de quoi comprendre l'enjeu, dans le fond, de ces frais-là. Avec les municipalités, ont des besoins. Ils doivent trouver des façons de se financer. Ils peuvent pas non plus avoir des erreurs, un peu comme à Saint-Lin, tout ça. Donc, on a, je pense, une compréhension de développeurs dans ce sens-là. Évidemment, quand on est dans les premiers qui n'avons pas budgété ces frais-là puis que ça arrive tout d'un coup comme ça, bien là, c'est un autre défi. Malheureusement, à la fin de l'équation, nous, c'est difficile d'être créatif pour faire arriver les chiffres quand ça vient d'arriver puis qu'on n'est pas habitué de les avoir. Mais celui qui paye la facture à la fin, ça reste le résident qui achète ou qui loue, il finit par absorber la facture, donc. Encore, la question d'abordabilité, elle est difficile à mettre en place. Les municipalités, ils font face à des défis, eux aussi, qui ont besoin de résoudre. Évidemment, ils ont besoin du soutien des paliers gouvernementaux aussi, autant le palier le fédéral que le provincial. Ce que je peux dire de Saint-Amable, du moins, c'est que la municipalité de Saint-Amable a été très créatif et ils ont embarqué avec nous dans le projet et ils nous ont aidés à trouver des solutions. Le but, c'est pas nécessairement de dire c'est quel défi puis de pointer du doigt quelqu'un, c'est de voir comment on fait face à ça,
parce qu'on y fait tous face. Puis comment que les municipalités peuvent nous aider à travers ça? Puis je pense qu'on peut souligner l'aide précieuse de Saint-Amable là, qui nous ont aidés à trouver des solutions puis aider à faire en sorte que le projet voit le jour. Fait que, quand les municipalités sont derrière nous puis nous aident à faire avancer les projets, déjà c'est un très bon point de départ. Au final, ce qui serait un peu la solution, ça serait une concertation de l'ensemble des parties. Au lieu de tout le temps relancer la balle, que ce soit du provincial à dire « les municipalités, débrouillez-vous, chargez vos frais, nous, on n'est pas là. » Puis après ça, les municipalités, l'entrepreneur, tiens, voilà le frais. Je pense que, pour vrai, la solution passerait par un choix de société. C'est pareil comme l'éducation, c'est pareil comme la santé. Où est-ce que la société veut finalement abriter son peuple, nourrir son peuple, éduquer son peuple, prendre soin de son peuple? Puis c'est là où est-ce que je pense que les différents paliers de gouvernement font quand même une erreur de constamment, dans le fond, juste renvoyer la balle au suivant, jusqu'à nous qui renvoie la balle aux résidents. Donc, mais comme vous dites, si vous avez été chanceux, on a assisté à quelques rencontres, pas toutes, mais avec vous, mais vous avez eu plusieurs rencontres avec la Ville. Super belle collaboration que vous avez réussi à faire avec la Ville. Beau projet, comme vous dites, c'est main dans la main qu'il faut se rendre au final là, avec eux. Oui. Puis ce que vous avez réussi à faire est incroyable ici. Merci pour votre partage. Donc, on va monter à l'étage résidentiel. Suivez-nous. Donc, on est présentement à l'étage résidentiel. Jason, est-ce que tu peux nous dire combien qu'on a de logements ici? Puis c'est quoi le type de logement qu'on va avoir? Absolument. Donc, il y a 3 étages de logements pour un total de 72 logements en tout et partout. Typologie assez variée, disons, pour accueillir nombre de clientèle, autant que ce soit des familles, que des personnes seules, qu'il y a des couples retraités. Les services vont aussi avec cette typologie variée-là. Donc, on a en fait autant la piste cyclable qui passe directement dans notre cour arrière avec une station de bici-borne. On a aussi finalement une piscine au toit pour une zone plus relaxe, une zone de jeu extérieur pour les enfants aussi. Fait qu'on a vraiment essayé de penser à toutes les installations, tous les services pour accueillir des familles et tout type de clientèle variée le plus possible. Fait que très intéressant, on va avoir du lifestyle dans le fond dans cet immeuble-là. On a entendu là, ce que Jason vient de dire. Fait que tout type de famille, tout type de gens, beaucoup de services. Tu peux nous en dire plus aussi? Ici, dans le fond, c'est un service tout inclus. C'est une facture par mois. Électricité, Wi-Fi, stationnement, tout est inclus. L'appartement, évidemment, c'est des appartements ultra confortables, insonorisation supérieure. On compte beaucoup sur les commerces pour offrir justement les services de proximité. Oui. Donc, on n'a pas intégré nécessairement de salle de gym, tout ça, mais on compte bien avoir un locataire qui est possiblement un gym. Au niveau des aires extérieures, c'est beaucoup à l'extérieur, des aires d'agrément qui sont disponibles. On va avoir des bici-bornes pour les vélos, pour l'entretien des vélos, des jeux de tout ordre, de tables de ping-pong extérieur, terrain de pétanque. Donc, vraiment, c'est de faire un environnement complet. On a aussi une piscine sur le toit, sur la terrasse en avant. Ça va être un lieu vraiment là, de relaxation et tout ça. Puis, au niveau du rez-de-chaussée, on a un lounge aussi, quand c'est le temps justement là, wow. Peut-être faire un peu de télétravail ou quand on est en attente de la visite, quoi que ce soit, il y a un endroit agréable. Marco, tu parles de bornes électriques. Je sais que Groupe Chevalier Séguin, vous êtes une entreprise qui a l'écologie à cœur. On le sait, dans ce projet-ci, vous avez travaillé avec plusieurs choses. Vous avez pris aussi au niveau des certifications. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Puis je sais que vous avez d'autres projets aussi vraiment écologiques. Là. Oui, on a des études en efficacité énergétique. On va aller chercher, exemple, 99% moins de GES au niveau énergétique, 40% d'efficacité énergétique au final. Donc ça, on a les études à l'appui. Maintenant, dans le concret, c'est la première fois qu'on l'expérimente, toute la technologie composée. Et puis, on sera en mesure de le monitoriser au fil du temps. Donc, on a vraiment hâte de voir, à la fin, c'est quoi réellement les économies qu'on va faire, l'équation qui va s'en dégager au niveau économique. Mais certainement au niveau théorique et environnemental, les études sont à l'appui. Jason, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ben oui, Marc-Antoine a dit que c'était la première fois qu'on le mettait à l'œuvre, mais en fait, je tiens à faire une légère correction qui est quand même importante. C'est que oui, c'est vrai que c'est la première fois quand même qu'on le met à l'étude dans un si grand bâtiment, mais on avait quand même fait un projet pilote, en fait, de 3 maisons de ville dans Annecy avec la même technologie pour justement, premièrement, se faire... comme en bon français, on dit se faire les dents avec la technologie, comprendre un peu comment il fonctionne, comment il cohabite. On avait déjà pu voir les grands succès de la technologie, notamment sur sa performance.
ce qui a fait en sorte finalement qu'on a décidé quand même d'aller de l'avant avec un si grand bâtiment. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on va être en mesure de monitorer un bâtiment aussi grand d'envergure avec cette technologie-là. Donc oui, puis je tiens aussi à souligner que l'économie d'énergie qu'elle donne, en fait, le bâtiment, nous permet de pouvoir aller chercher des systèmes d'énergie plus verts aussi. Donc minimiser, dans le fond, l'implication du gaz qui sont peut-être un peu plus, finalement, un peu moins verts pour l'environnement. Parce que des bâtiments qui laissent passer beaucoup d'énergie, bien évidemment, il faut que tu chauffes un peu plus pour les entretenir. Fait il y a vraiment une relation aussi là, quand on dit durable, un bâtiment qui est vert, qui est environnemental, bien, c'est toute la description du bâtiment ici. Veux pas, en 2025, on n'a pas le choix de travailler justement avec des projets écologiques, avec des projets verts. Puis je vous lève mon chapeau à ça, ou mon casque, je pourrais dire. Fait que félicitations pour votre projet. Terminé, ou en tout cas si je peux rajouter, magazine Forbes, en fait, en Europe, a décidé de sélectionner notre entreprise comme étant une entreprise d'impact au Québec, notamment en fonction de la construction qu'on a fait, le type de construction, la technologie qu'on a apportée. Ils ont fait des études au niveau des entreprises au Québec et ont été sélectionnés pour faire partie de leur magazine. Donc, c'est de démontrer à quel point l'impact pour nous est une importance cruciale. C'est une valeur qu'on tient à cœur, puis on lésigne pas pour mettre tout en œuvre là, afin de rencontrer ces valeurs-là dans nos projets. Wow, toute une annonce. On va monter d'un étage de plus encore. Donc, on est au dernier étage. On a une magnifique vue. On voit le mont Saint-Bruno, on voit le mont Saint-Hilaire. Donc, vraiment, le dernier étage, il manque seulement le toit. On est chanceux. Donc, nous, on peut profiter du soleil aujourd'hui avec vous. Comment vous voyez, messieurs, l'évolution du marché immobilier ici à Saint-Amable? C'est un gros projet, probablement un des plus gros projets qu'il y a en ce moment dans la ville. Autant qu'il est mixed-use en plus, fait que vous allez toucher au commercial et au résidentiel. Comment vous voyez l'essor économique ici dans la ville, le mouvement au niveau de l'immobilier dans la ville? Je pense que les élus et l'administration en place partagent complètement cette vision-là. On a été très fiers d'ailleurs qu'ils se servent même de notre projet, si on veut, là, pour leur présentation de PPU avec les 3D et tout ça. Donc, cette vision-là, en fait, c'est d'amener Saint-Amable vers la ville 15 minutes. Autrement dit, là, d'offrir assez de commerce de proximité pour sortir le moins possible de la ville là, pour des déplacements qui seraient comme un peu inutiles. Pour ces raisons-là, on pense que le développement économique, bien que Saint-Amable reste encore petit, on pense qu'il va prendre toute une vitalité, en fait, avec les commerces, mais aussi avec la densification des gens qui vont être là. Puis on amène aussi, dans le fond, une structure, si on veut, en place pour favoriser le déplacement actif, c'est-à-dire à pied ou en vélo, plutôt justement là, que de prendre la voiture. Donc, tout ça va amener comme du mouvement, puis on pense que Saint-Amable va être appelé même à être plus communautaire, dans le fond, à travers ça. C'est un peu la vision qu'on a, puis on pense qu'on partage ça avec les élus en place. Jason? Je pense qu'un des mots-clés qu'on peut retrouver ici, c'est surtout la collaboration, en fait, parce que l'intégration de bâtiments comme ici, à Saint-Amable, est autant, dans le fond, une belle collaboration pour nous envers la ville que la ville envers nous. C'est-à-dire que Saint-Amable s'attend à avoir plus de bâtiments comme ici qui construisent. Donc, on vient mettre une espèce de standard, une comparable qu'ils veulent mettre de l'avant. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils veulent qu'il y ait plus de projets comme ici, plus justement de vocation commerciale. Puis de notre côté, bien, on travaille de concert avec la ville pour justement mettre de l'avant des projets comme ici. Fait que c'est vraiment une belle collaboration. Puis je pense que justement une ville comme ici, comme Saint-Amable, qui veut faire croître dans le fond sa population, sa municipalité, bien, c'est la bonne façon, c'est de collaborer avec les développeurs de façon à trouver des façons gagnantes de faire des projets. Puis ici, bien, on peut souligner ça de la part des élus puis de la municipalité. Honnêtement, c'est un bon succès à ce niveau-là. Où vous pensez que Saint-Amable va être dans les prochaines années, si on parle dans 3, 4, 5 ans? Certainement qu'ils ont un plan en tête, puis je pense qu'ils ont toute l'organisation pour respecter leur plan. Ils ont de quoi de solide, ils mettent les bonnes choses en place pour arriver à avoir leur plan. Puis nous, ben, en faisant des projets comme ici, on crée nos propres bâtiments comparables aussi qu'on va pouvoir s'appuyer pour développer d'autres choses à côté. Donc évidemment, tout ça doit être fait en concertation avec justement les résidents, la population du coin. Tout ça doit être fait en synergie aussi avec l'urbanisme qui doit tout faire du sens à travers tout ça. Évidemment, c'est pas un one-man show, comme on dit, ou le travail d'une seule compagnie. Ça doit se faire en intégration avec tout le monde. Mais je pense que, clairement, on a toutes les personnes ici. Puis on s'implique parce que je pense pas que ça va être nécessairement le dernier projet qu'on va faire ici. Mais tout ici est disposé à avoir un succès au niveau du développement. Puis je pense qu'il
ils ont une vision grande pour la municipalité. Puis je crois que dans 5 ans, ils vont avoir atteint des objectifs qui vont être impressionnants. Moi, là, si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais Saint-Amable, c'est sous-évalué. Dans le sens que c'est à quoi? 15-20 minutes du tunnel d'ici. On est proche de Montréal, on est proche, on a accès à l'autoroute 20, l'autoroute 30. Fait que je pense vraiment que Saint-Amable va prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi à ce niveau-là. Je pense que c'est dans l'axe aussi, là, la vision politique d'amener des axes de transport plus faciles d'accès à Saint-Amable, qui vont amener aussi une certaine portion industrielle qui est en phase avec la localité, peut-être agroalimentaire, tout ça. Donc, avec une offre de services comme ça, une offre de services de proximité, une densification de population, bien, c'est tous les ingrédients gagnants finalement pour la vitalité d'une municipalité, je pense. Donc, c'est ce qui conclut notre visite du chantier. Un énorme merci à Groupe Chevalier Séguin, un énorme merci à toi, Jason, un énorme merci à Marco et à Alexandre aussi qui a tout organisé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de ma part, de la part à Laurent. Super beau projet. Continuez votre beau travail. Vous avez des belles valeurs. Puis ça va aussi avec les valeurs de PML. C'est avec des gens comme vous qu'on aime ça travailler. Puis félicitations encore pour votre projet. Bien, merci beaucoup, Laurent et Mélissa. Toujours content de partager les idées avec vous autres. On a des valeurs, je pense, partagées aussi. Merci d'être venu. Puis je vous lance la chandelle. C'est un plaisir de collaborer avec vous dans nos projets. Puis merci de nous accompagner dans ce beau projet-là et dans les autres à venir aussi. Merci à vous. Merci.